Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau Why Not Talk sur comment lancer son business sur Amazon et plus particulièrement l'écosystème Amazon FBA. Merci beaucoup Axel Issaquem d'être avec nous ce soir. Bonjour Euh, à tous et à toutes, avec donc a grand plaisir. priori, on a une petite heure devant nous. Donc si tu veux, Axel, je te laisse la main pour te présenter, puis pour nous en dire un peu plus sur Amazon. Comme je vous disais, si jamais vous avez des questions au niveau des participants, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main, mais il y aura dans tous les cas un temps de questions-réponses à la fin du talk. Axel, je te laisse la main. Super. Bah déjà, merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui sur cette conférence. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir présenter l'écosystème Amazon FBA. Je vais commencer déjà par me présenter moi-même de manière à ce que vous sachiez comment ça se fait que j'en suis arrivé à faire des conférences sur l'écosystème et principalement sur le business model Amazon FBA. Donc moi, je m'appelle Axel Itsiakem, j'ai 31 ans. J'ai un parcours professionnel assez atypique puisque j'ai arrêté l'école assez tôt. J'ai commencé à travailler très rapidement. J'ai eu une première entreprise d'achat de véhicules à l'âge de 20 ans. J'ai également été agent immobilier. J'ai eu une autre entreprise de transport déménagement euh, où là c'était un peu plus compliqué puisque il fallait gérer pas mal d'humains, il fallait gérer aussi tout ce qui était camion en termes de scalabilité. C'était pas forcément un business model qui me correspondait et j'étais à une période de ma vie où je me cherchais un peu, même si en tant que tel, d'un point de vue purement financier, cette activité était assez lucrative, mais en termes d'épanouissement, c'était pas forcément ce qui me convenait. En 2018, j'ai eu la chance d'intégrer une agence digitale en tant que commercial, où je vendais des enseignes lumineuses. Et à l'époque, cette agence digitale commercialisait des sites internet, des flyers, des cartes de visite, et principalement pour des restaurants. Et j'étais en contact assez souvent avec les devs, les développeurs qui créaient les sites internet. Alors les développeurs entre guillemets, parce qu'aujourd'hui le travail qu'ils faisaient, je suis en capacité de le faire. Mais si vous voulez, ça m'a vraiment permis de conscientiser l'avènement du digital. Ça m'a permis de développer ce que j'appelle une conscience numérique. Euh, Ma vision des choses, c'est qu'on est vraiment à la croisée de deux mondes. Le monde ancien qui était basé sur le monde physique et le monde nouveau qui est basé sur le monde numérique, sur le monde digital. Et ça m'a vraiment mis une claque quand j'ai vu qu'il était possible de vendre des sites internet à des prix assez intéressants avec un volume de travail pas très important. Et donc, de fil en aiguille, je me suis intéressé au marketing digital, au dropshipping, au e-commerce, mais je n'avais pas forcément trouvé le business model qui me correspondait le mieux. En 2019, j'ai eu un autre élément marquant. Je me suis rendu à la plus grande foire du monde, la Camp Fair, qui se trouve en Chine, plus précisément à Guangzhou. Et là, ça a été vraiment une claque. Ça m'a permis vraiment de casser pas mal de barrières limitantes. J'ai pu rencontrer des fournisseurs, j'ai pu aller directement dans des usines et des choses qui étaient complètement inimaginables à l'époque, comme par exemple faire un virement à l'autre bout du monde à une entreprise chinoise que j'ai jamais vue. Aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi? Parce que j'ai compris comment fonctionnaient les Chinois et ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon esprit. Ce que je dis souvent, c'est une formation en commerce international sous stéroïdes et c'est la mondialisation qu'on se prend littéralement en pleine tête. Et à mon retour de ce voyage en Chine, assez naturellement, j'ai connu le business model Amazon FBA. Et là, ça a été clairement une révélation. J'ai tout de suite été convaincu de par la simplicité de ce business model. Et du coup, je me suis lancé sur ce business model depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Donc, j'ai eu des résultats plutôt intéressants puisque j'ai dépassé la barre des 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'ai une boutique qui tourne aujourd'hui et avec le recul, j'en suis quand même assez fier parce qu'effectivement, comme je l'ai dit en introduction, initialement, rien ne prédestinait à travailler dans ce secteur d'activité. Et il y a 5-6 ans auparavant, je ne me serais jamais dit que j'aurais pu avoir une boutique sur Internet qui me rapporterait près d'1 million d'euros en chiffre d'affaires. Je m'entends bien. Ce qui m'amène à la deuxième partie qui est la présentation de l'écosystème Amazon. Alors, ici sous les yeux, vous avez une photo que j'ai prise personnellement
parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et figurez-vous que j'habitais pas très loin du plus grand centre de distribution Amazon de France. Et je m'étais dit à l'époque où je me suis lancé sur Amazon FBA, pourquoi ne pas aller voir comment fonctionne un entrepôt. Et j'ai eu la grande surprise de tomber à l'accueil sur un grand mur blanc où étaient affichés les 14 principes de base d'Amazon. Donc, je vais vous les lire parce que je trouve qu'ils sont quand même extrêmement pertinents pour n'importe quel entrepreneur qui souhaite se lancer. Alors, premier principe, l'obsession client, privilégier l'action, apprendre à être curieux, s'investir personnellement, inventer et simplifier, avoir souvent raison, avoir du cran, s'opposer, s'engager, recruter et développer les meilleurs, voir grand, analyser en profondeur, gagner la confiance, placer le niveau d'exigence toujours plus haut, maîtriser et optimiser les coûts, obtenir des résultats. Donc pour moi, c'est vraiment des principes et des valeurs qui me correspondent déjà et qui, je pense, sont en adéquation avec la plupart des entrepreneurs qui ont du succès. Amazon, au-delà de l'aspect e-commerce et de l'aspect vente en ligne, c'est également des écosystèmes qui rapportent pas mal d'argent. Vous avez la partie livre audio qui correspond à Audible, vous avez la partie Prime Video, vous avez la partie Amazon Music, Amazon Kindle et Amazon WS. En termes de chiffre d'affaires annuel sur l'année 2021, on est sur 469 milliards de dollars. C'est littéralement énorme. On est sur plus 22% par rapport à l'année 2020. Et au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, la répartition s'articule de la manière suivante. Vous avez 222 milliards de dollars qui sont générés par la marketplace Amazon. Vous avez 17 milliards de dollars qui sont générés par les stores physiques d'Amazon. Vous avez 31 milliards de dollars qui sont générés par la partie publicitaire, c'est-à-dire qu'en tant que vendeur Amazon FBA, vous avez la possibilité de mettre en place des publicités de manière à mettre en avant votre produit. Et cela rapporte 31 milliards de dollars sur l'année 2021 chez Amazon. Vous avez également 31 milliards de dollars qui sont générés grâce aux subscriptions Amazon Prime. Vous avez 62 milliards de dollars qui sont générés grâce à AWS, qui est la partie data d'Amazon. Et vous avez 103 milliards de dollars qui sont générés grâce aux commissions qui sont rendues possibles grâce aux vendeurs Amazon FBA. C'est-à-dire qu'en tant que vendeur Amazon, vous stockez et vous envoyez vos produits directement par l'intermédiaire d'Amazon et des commissions sont prélevées au niveau des vendeurs, ce qui représente 103 milliards de dollars. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'aujourd'hui, Amazon est le moteur de recherche favori des consommateurs. Au-delà d'être un simple site Internet, c'est également un moteur de recherche et c'est le premier moteur de recherche lorsqu'on souhaite acheter un produit en ligne. La branche AWS représente un total de 13% du chiffre d'affaires global. Mais ce qui est intéressant de comprendre là-dessus, c'est qu'elle génère 75% des bénéfices du groupe. C'est-à-dire qu'en réalité, comment fonctionne Amazon? Amazon réussit, grâce à sa plateforme de e-commerce, à générer un maximum de ventes, de conversions et à générer un maximum de data. Et ces data peuvent être analysées et surtout commercialisées par l'intermédiaire de AWS. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. C'est que sur la partie e-commerce, Amazon ne retire pas des bénéfices astronomiques. Par contre, la partie e-commerce permet de générer de la data et cette data-là permet d'être convertie en dollars. Alors, ici, sous les yeux, vous avez tout simplement, c'est vraiment un slide qui pour moi est assez représentatif. Donc, on peut observer l'évolution des recherches Google liées à Amazon et eBay durant les 20 dernières années. Et je trouve que c'est vraiment représentatif de ce qu'on peut appeler, si je puis dire, l'engloutissement d'eBay de la part d'Amazon. Il est important de rappeler que eBay était encore leader du e-commerce il n'y a pas si longtemps que ça et que la création des deux sociétés sont intervenues à la même période puisque eBay a été créé en 1994 et Amazon en 1995. Je pense que vous l'aurez compris, mais la partie rouge représente Amazon et la partie bleue représente eBay. Alors, au niveau du top 15 des sites et applications e-commerce les plus visités en France, sur l'année 2020, vous avez Amazon qui arrive en première position et le classement n'a pas changé
depuis l'année 2020. Amazon est toujours leader en termes de sites e-commerce en France et force est de constater que sa croissance n'a pas fini d'être observée. Alors, comment la main-d'œuvre d'Amazon a explosé? On peut voir que en 2010, on avait très peu de salariés comparé à l'année 2021. Et durant l'année 2021, on a atteint la part symbolique des 1 400 000 salariés à temps plein et à temps partiel chez Amazon. Donc c'est vraiment considérable et ça place Amazon en 5e place du plus grand employeur de la planète. Derrière Walmart, derrière l'Armée populaire de la libération chinoise, le département de la défense des États-Unis et le ministère de la Défense indien. Alors, sous les yeux, on a une carte de la France avec l'ensemble des entrepôts d'Amazon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la logistique d'Amazon est extrêmement performante et ils ont mis en place un système qui permet de ramener le produit au plus proche du client. Pour cela, ils ont mis en place des centres de distribution, des centres de tri et des agences de livraison. Les centres de distribution, c'est pour que les vendeurs Amazon FBA puissent envoyer leurs marchandises en gros. Une fois que la marchandise est réceptionnée dans les centres de distribution, cette marchandise est expédiée dans des centres de tri. Puis, une fois que le tri est effectué, la marchandise est expédiée dans des agences de livraison. L'objectif final pour Amazon, d'un point de vue logistique, est de rapprocher le produit au plus proche du client de manière à limiter le temps de livraison. Et on sait que c'est un facteur extrêmement important dans les prises de décision des clients. On sait que c'est le facteur principal même lorsqu'un client veut passer à l'achat. Il va regarder en combien de temps son produit peut être acheminé à son domicile. Et Amazon a permis de livrer les produits en moins de 24 heures, ce qui est aujourd'hui une grosse performance. Et dans certains cas, dans les grandes villes comme en France, vous avez des agences de livraison qui sont en capacité de livrer les clients en quelques heures, largement en moins de 24 heures. Alors, Amazon, c'est un empire logistique. Donc ici, vous avez le nombre d'entrepôts en fonction des principaux pays. Donc 460 entrepôts aux États-Unis, 320 en Inde, 94 au Royaume-Uni, 40 en Allemagne, 27 en Italie, etc. Maintenant, on va s'attaquer au business model Amazon FBA. C'est important de comprendre plusieurs choses quand on souhaite se lancer, quand on souhaite lancer sa marque et sa boutique sur Amazon. Alors, comment fonctionne le service expédié par Amazon? Expédié par Amazon peut contribuer à augmenter le chiffre d'affaires en France et en Europe, vous laissant ainsi plus de temps pour vous concentrer sur votre activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à Amazon, vous pouvez envoyer votre stock dans les entrepôts Amazon. Amazon s'occupe de les stocker et Amazon s'occupe de les expédier, comme je viens de le dire précédemment, en moins de 24 heures. Et ça, c'est vraiment une plus-value énorme parce que ça permet de se concentrer en tant que vendeur sur la partie marketing, sur la partie croissance de son activité. On n'a plus besoin de mettre son focus sur la partie logistique. Nous, notre travail, c'est de réapprovisionner Amazon. Donc, effectivement, on doit mettre en place un approvisionnement, que ce soit en provenance de Chine, de France, d'Allemagne, d'Afrique, des États-Unis, peu importe. Mais une fois que le produit est dans les entrepôts Amazon, on ne s'occupe plus de la partie logistique. Donc là, on a la même carte que vous voyez, que vous avez vu tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir également, ça rejoint mes propos précédents, c'est que Amazon a mis en place ce qu'on appelle la livraison anticipée. C'est-à-dire qu'Amazon travaille désormais à déplacer les produits près de l'acheteur avant même qu'il ait pris sa décision d'achat en se basant sur ses analyses prédictives issues du big data. L'analyse prédictive, sur le même principe, il devient possible d'optimiser toute sa chaîne logistique et de réduire le temps de livraison. Donc Amazon, en réalité, identifie les fournisseurs les plus à même de répondre à la demande des clients et à leur remplacement, ce qui réduit les délais et les coûts de livraison. Je vous prends un exemple. Si vous vendez, je ne sais pas, des planches de surf, eh bien Amazon
va réapprovisionner les centres de distribution et les agences de distribution qui ont par le passé généré le plus de ventes. Typiquement, ça sera sur les zones côtières. Et ça, Amazon a vraiment un avantage par rapport à d'autres marketplaces, puisqu'ils sont autonomes par rapport à la partie logistique. Amazon permet également d'avoir un trafic accru sur sa boutique en ligne. Et en tant que vendeur Amazon FBA, on peut obtenir la confiance des clients grâce à la popularité d'Amazon. Moi, à l'époque, c'est vraiment ce qui m'avait convaincu. C'est-à-dire qu'on retrouve des taux de conversion sur les boutiques Amazon FBA bien supérieurs aux boutiques traditionnelles, comme par exemple Shopify, puisque en réalité, on n'a pas à extraire un potentiel client d'un processus de distraction, que ce soit sur une plateforme comme TikTok, YouTube, Instagram ou Facebook. On a déjà un client qui, lorsqu'il est sur Amazon, a une intention d'achat claire. Lorsqu'un client se retrouve sur votre boutique, c'est qu'il a tapé un mot-clé bien précis et qu'il a une intention d'achat bien précise. Et ça, c'est vraiment game changer en tant que e-commerçant, puisqu'on a des taux de conversion supérieurs par rapport à ceux qu'on peut retrouver sur les différents sites externes à Amazon. On a aussi la possibilité d'avoir accès au PAN Amazon européen. À quoi ça correspond? C'est-à-dire que Amazon a développé un système qui vous permet d'acheminer vos produits dans un centre de distribution en France et Amazon va prendre le relais pour expédier les produits dans les autres pays que vous avez sélectionnés en amont. Vous n'avez pas besoin d'expédier vos produits aux quatre coins de l'Europe. Amazon s'en charge à condition que vous ayez mis en place le programme PAN Amazon européen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui facilite encore une fois le travail des vendeurs Amazon FBA. Ici, vous avez les frais Amazon. Donc à savoir que vous avez des frais par rapport aux coûts d'expédition. Vous avez les coûts de stockage et vous avez également les frais de vente. Typiquement, shipping, referral fees, c'est les frais d'Amazon par rapport à la vente. Les frais FBA, ça correspond aux frais de stockage et aux frais d'expédition chez le client. Donc là, pareil, c'est une capture d'écran que j'ai prise de ma boutique Amazon FBA. Donc, vous avez les frais qui sont encore plus détaillés. Vous avez le prix de la publicité c'était le 1er janvier. C'était l'année 2022, il me semble. J'ai dépensé 6 000 euros de pub, remboursement pour la publicité. Au niveau des frais de transaction expédiés par Amazon, on était sur 31 000 euros. Et au niveau des frais de vente expédiés par Amazon, on est sur 38 000 euros. Pour un chiffre d'affaires total de 106 000 euros sur la Marketplace France. Je précise, sur la Marketplace France. Et sur les 106 000 euros de chiffre d'affaires, 68 000 euros m'ont été versés sur mon compte en banque. Et là, du coup, on est sur le mois de décembre 2022, avec un chiffre d'affaires en France de 15 000 euros. Et pareil, remboursement pour la publicité, donc 480 euros de frais publicitaires, 4 274 euros de frais de transaction et 2 887 euros de frais de vente. Alors, un point important à prendre en considération lorsqu'on souhaite se lancer sur Amazon, c'est la rupture de stock. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à vendre sur Amazon, l'algorithme va nous tester. Et une des manières de nous tester, c'est de voir si on est en capacité de réapprovisionner du stock de manière constante, de manière à éviter la rupture de stock. Puisque Amazon ne veut pas travailler avec des vendeurs qui ont du stock de manière ponctuelle. Amazon veut vraiment travailler avec des vendeurs qui, entre guillemets, ont les reins solides, ont la trésorerie nécessaire pour pouvoir réapprovisionner constamment la marchandise et alimenter la demande des clients. Donc la rupture de stock, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération, et on le verra un peu plus tard, parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez des nouveaux vendeurs qui se lancent dans des niches qui ne sont pas forcément adaptées à leur budget, et du coup, lorsqu'ils vont vouloir réapprovisionner le stock,
n'auront pas forcément la puissance financière et on va se retrouver avec des périodes de rupture de stock vraiment trop importantes qui vont à la longue clairement les impacter et surtout impacter leur ranking au niveau de leurs mots-clés. Alors, on arrive à la partie la plus intéressante, comment lancer sa marque sur Amazon. Il y a 3 parties extrêmement importantes. La première, c'est la partie analyse. La deuxième, c'est la partie construction. Et la troisième, c'est la partie lancement. Donc, je vais vous partager le Miro. Je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, c'est OK. Alors, sur la droite, vous avez la partie administrative. Et sur la gauche, vous avez la partie marketing, sourcing et recherche produit. Alors, au niveau de la partie administrative, sur Amazon, on peut se lancer en ayant une société. C'est indispensable. Vous pouvez vous lancer avec une autre entreprise, une société étrangère, une SASU, une SAS, une SARL, en fonction de ce que vous recherchez. L'auto-entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un certain moment, au bout d'un certain chiffre d'affaires, vous serez dans l'obligation de passer sur un autre statut de société. Vous devez également ouvrir un compte bancaire, société, et ces deux choses-là, donc société plus compte bancaire, vous permettront d'ouvrir votre compte seller Amazon FBA. Suite à ça, vous devez enregistrer votre marque à l'INPI, qui vous permettra d'enregistrer votre marque au Brain Registry d'Amazon. L'INPI, c'est tout simplement le registre des marques en France, et le Brain Registry Amazon, c'est l'équivalent de l'INPI au niveau d'Amazon. Il faut vraiment voir Amazon comme un pays à proprement parler. Et lorsqu'on souhaite vendre sur Amazon, eh bien, on doit déclarer sa marque. Et l'avantage de déclarer sa marque au Brain Registry, c'est que ça nous ouvre la possibilité d'avoir accès à des fonctionnalités qui ne sont pas possibles si on n'a pas le Brain Registry Amazon. Typiquement, vous avez des espaces qui vous permettent d'avoir une certaine visibilité qui sont accessibles uniquement si vous avez déclaré votre marque au Brain Registry Amazon. Donc ça, c'est vraiment pour la partie création d'activité et la partie administrative. Alors, concernant la partie recherche produit. De manière générale, les conditions qui nous permettent de valider un produit sont les suivantes. Une marge excellente qui est minimum à hauteur de 20%, une concurrence faible, voire modérée, un produit petit et léger, une demande constante tout au long de l'année. Alors attention, quand je parle d'une demande constante, bien évidemment, chaque produit a ses conditions de marché qui lui sont propres et chaque produit a une certaine saisonnalité. L'idée, c'est de ne pas lancer son premier produit avec une saisonnalité trop importante. Typiquement, les produits qui sont en lien avec la natation, ils performent quasiment que l'été. Donc là, c'est en tant que nouveau vendeur, pas forcément pertinent, même pas pertinent du tout de se lancer sur ce genre de niche. Nous, on recherche des niches qui sont performantes toute l'année avec une certaine volatilité, mais qui est vraiment peu signifiante. Alors, le dernier point, c'est qu'on peut vendre au moins 10 unités par jour. Ce que je vois souvent chez certains de mes élèves, c'est des élèves qui souhaitent réinventer la roue, qui souhaitent lancer un produit qui n'a pas d'historique chez Amazon, et ça, c'est pas forcément la meilleure des idées. Quand on se lance sur Amazon, l'idée, c'est de pénétrer un marché qui est déjà existant en mettant en place des axes d'amélioration. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez une idée de produit et qu'en tapant le mot-clé sur Amazon, il n'y a aucune vente, ce n'est pas forcément pertinent de se lancer sur ce produit-là. Puisqu'en réalité, vous n'allez pas savoir comment va réagir le marché. Vous ne savez pas vraiment s'il y a une réelle demande. Certains produits qui fonctionnent sur des sites traditionnels, e-commerce, ne fonctionnent pas forcément sur Amazon. Et ça, c'est quelque chose à prendre en considération. On ne réinvente pas la roue. On identifie des niches qui ont déjà des chiffres d'affaires existants, qui ont une concurrence plus ou moins faible. Quand je parle de concurrence plus ou moins faible, c'est typiquement des listings qui sont peu optimisés, des titres qui sont peu optimisés, des photos qui sont peu, voire pas du tout optimisées, des vidéos qui ne sont pas existantes. Si on s'aperçoit que sur ce genre de niche, il y a ce genre de choses, eh bien là,
c'est quelque chose qui est pertinent, puisqu'on va pouvoir se différencier en mettant en place des vidéos, en mettant en place des photos optimisées selon les best practices Amazon. Alors, pour analyser tout ça, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Comment savoir s'il y a des ventes sur ce mot-clé-là? Comment savoir s'il y a des ventes sur ce produit-là? Eh bien, c'est là que deux outils assez extraordinaires interviennent. Quand je les ai connus, clairement, c'est là où je me suis dit, OK, c'est complètement ouf. On peut littéralement espionner ses concurrents. Et ces deux outils s'appellent Helium 10 et Jungle Scout. Donc, ils nous laissent la possibilité de savoir, d'identifier et d'analyser le nombre de ventes journalières, mensuelles, hebdomadaires, annuelles des concurrents. Il nous permet d'avoir des datas extrêmement précises sur l'ensemble des concurrents. Donc, lorsqu'on souhaite se lancer sur une niche, on ne se lance pas à l'aveuglette. On se lance grâce à des outils qui nous permettent d'avoir des informations extrêmement précises. Et une fois qu'on a validé une niche, on passe sur la partie sourcing. La partie sourcing, c'est la partie recherche de fournisseurs. Vous avez plusieurs options pour trouver un fournisseur. Première option, passer par Alibaba. Deuxième option, passer par un agent. Alors, en passant par Alibaba, c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet, dans un premier temps, on va dire, de mettre les mains dans le cambouis, de comprendre comment fonctionne la partie sourcing. Mais ce que je préconise sur le moyen long terme, c'est de passer par un agent puisque ça permettra de ne pas s'occuper de A à Z de la partie logistique, puisque l'agent sera en capacité de gérer le réapprovisionnement directement dans les entrepôts Amazon. Pour en revenir à la partie sourcing, une fois qu'on a identifié des fabricants qui nous semblent tenir la route, on va faire des demandes de samples. Des demandes de samples, c'est tout simplement des demandes d'échantillons. Puis, on va acheter le produit d'un de nos concurrents pour vraiment s'imprégner du produit en lui-même, puisque ça arrive dans certains cas qu'on puisse observer certains détails en achetant le produit et des détails qui n'étaient pas forcément identifiables lorsqu'on se baladait sur le listing du concurrent. Et une fois qu'on a acheté le produit du concurrent, qu'on a fait les demandes de samples, on est en capacité de tout simplement sélectionner et valider l'usine. Alors après, vous avez également la partie marketing. Donc la partie marketing, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui va permettre de se différencier des concurrents. À savoir que je vais vous montrer quand même sur Amazon comment les logiciels peuvent être utilisés. Je pense que ça peut être pas mal. Alors on va aller par exemple sur Amazon.com. Amazon.com et on va taper le produit, un produit qui est sous les radars que j'ai vu récemment, Barbel Bombe. Voilà. Ça, c'est clairement un produit que je ne connaissais pas et qui, selon moi, a un potentiel assez intéressant. Pourquoi? On va lancer directement l'extension Helium. Voilà, donc l'algorithme fait le travail. Première chose, on classe ordre décroissant, c'est-à-dire du vendeur qui fait le plus d'argent au vendeur qui fait le moins d'argent. Alors, avec le mot-clé Barbel Bomb, on peut se retrouver avec des produits qui ne correspondent pas forcément au mot-clé. Donc, on va les supprimer et on va laisser uniquement les produits qui correspondent au mot-clé. On va supprimer également les produits sponsorisés. Donc, typiquement, dès qu'on voit SP, c'est un produit qui utilise la publicité Amazon. On va garder vraiment que les produits qui correspondent aux mots-clés et qui sont visibles grâce à de l'organique. Donc sans publicité payante. Hop là, on va garder les 10 premiers. Ici, on supprime. Et là, ça nous permet d'avoir un visuel plutôt clair. Celui-là aussi, on le supprime, il n'a rien à voir.
Ok, là on est bon. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier, il a 192 commentaires, ce qui est plutôt assez bas. Il fait 55 000 dollars de chiffre d'affaires. On voit qu'il s'est lancé en 2022, donc il n'y a pas de longtemps. On voit également que il utilise le business model Amazon FBA. On voit que sur les 10 meilleurs vendeurs, il y en a juste un qui est vendu par Amazon. C'est-à-dire que dans 80% des cas, c'est des vendeurs FBA ou FBM. FBM, pour être plus précis, ça correspond à des vendeurs indépendants, mais qui choisissent de ne pas utiliser la logistique d'Amazon et qui choisissent tout simplement d'utiliser leur propre entrepôt pour stocker et expédier leurs marchandises chez le client. Donc, vous avez soit du FBA, soit du FBM ou soit du AMZ. Du AMZ, c'est tout simplement des marques qui ont été rachetées par Amazon, et donc des marques qui appartiennent à Amazon. Si on voit que sur les 10 meilleurs vendeurs, on voit afficher 5 fois de suite AMZ, clairement, on n'est pas là pour faire la concurrence à Amazon, donc ce n'est pas forcément des niches qui vont être intéressantes. En l'occurrence, là, ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a uniquement un listing qui est détenu par Amazon et le reste, on est sur du FBA. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que les autres vendeurs, enfin le deuxième, fait 9 000 dollars de chiffre d'affaires, 8 000, 7 000, 5 000, etc. Et on voit qu'au niveau des commentaires, on a un nombre de commentaires qui est assez peu élevé. 39 commentaires, 390, 89, 32, 161, 98. Donc clairement, là, on est sur une niche qui peut être qualifiée de sous les radars. Et quand on fait preuve d'un peu plus de curiosité et qu'on clique sur les listings, eh bien, on s'aperçoit que les photos ne sont pas forcément extraordinaires. Typiquement, la première photo de ce listing-là, on peut beaucoup mieux faire. On voit le produit avec une couleur noire, le logo, il est difficilement, on le voit difficilement. Clairement, en termes de marketing, on peut mieux faire. Alors, il a quand même, on peut mettre à son crédit le fait qu'il a mis en place des variantes avec différentes couleurs, mais clairement, la première photo, on peut l'améliorer. Quand on sait que la première photo a un impact considérable sur le taux de clic sur les listings, là, clairement, il y a quelque chose à faire par rapport au meilleur vendeur. Pareil pour le second vendeur. Première photo, aucune couleur, que du noir. Clairement, on peut mieux faire. Alors, au niveau des bullet points, c'est le texte qu'on trouve ici, c'est plutôt pas mal. Au niveau du titre également. Au niveau du contenu A+, est-ce qu'on a du contenu A+, il me semble que oui, c'est que la page a du mal à charger. On va regarder sur celui-là. Ouais, la page a du mal à charger, mais on a le contenu A+. Le contenu A+, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. En ayant accès au Brand Registry, vous avez la possibilité d'avoir du contenu en image qui se trouve ici. Bon, la page a du mal à charger, mais c'est du contenu qui nous permet d'avoir une plus grosse visibilité en bénéficiant du programme Amazon Brand Registry. Si on va voir le troisième vendeur, c'est intéressant puisque il a uniquement 39 commentaires et lui, il s'est lancé en 2023. Donc il s'est lancé cette année et il arrive quand même à générer 8 000 dollars de chiffre d'affaires. 8 000 dollars de chiffre d'affaires, on va analyser son listing et on va voir quel axe d'amélioration est possible. Pareil, on est sur une première photo avec que du noir. Ouais, elle s'affiche pas si elle s'affiche. Première photo avec que du noir. Le logo, il n'est pas mis en avant, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de packaging. Ce produit-là, il y a un axe de différenciation qui est extrêmement puissant, c'est le packaging. Je vais vous montrer des listings qui sont soumis à une grosse concurrence due à la niche dans laquelle ils sont et qui sont obligés de mettre la barre beaucoup plus haute en termes de packaging. Alors, le nom du produit.
Non, c'était pas le produit exactement que je cherchais. Alors, strap, K, voilà. Voilà le produit que je cherchais, qui est soumis à une grosse concurrence. Le mot-clé, c'est Racher Star. Voilà. Hop là. Et là, on peut voir clairement une première photo qui n'a rien à voir avec le produit qu'on. Étape clé pour que vous voyez que c'est pas uniquement dû à ce vendeur-là, mais c'est vraiment tous les vendeurs qui se font une concurrence féroce avec la première photo. Donc là, typiquement, on est sur du marketing de haute qualité, un packaging qui nous permet de mettre en avant les fonctionnalités du. On a de la couleur, on a du logo, on a un petit sac, etc., etc. Si on compare avec la photo de ce produit-là, qui est le deuxième vendeur, ou la photo du premier vendeur, qui est juste ici. Le premier vendeur, il est là, qui fait 55 000 $ de chiffre d'affaires. C'est le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre les deux niches. Voilà, clairement, ici, moi, je verrais un packaging derrière, je verrais un petit sac, éventuellement un produit additionnel qui permettrait d'augmenter la valeur perçue du produit. Et clairement, ça ferait une différence dans l'inconscient collectif des clients. Donc, voilà pour la partie marketing et surtout la partie utilité. C'est qu'une partie des possibilités qui nous sont rendues possibles grâce à ces logiciels. On peut avoir de la data encore plus précise, par exemple sur les mots-clés. Si je clique sur ce produit-là et que je fais Run Celebro, voilà, je vais avoir de la data plus précise, mais sur les mots-clés. Lorsqu'on va vouloir mettre en place son listing, on pourra utiliser les mots-clés les plus pertinents. Donc voilà une des fonctionnalités de ce logiciel. Ici, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de ce logiciel qui est vraiment une pépite. Quand on arrive à le maîtriser, on peut faire des choses extraordinaires qui étaient complètement inimaginables, à mon sens, il y a quelques années. Donc voilà pour la partie logicielle. On va enlever. Hop là. On va repartir sur Miro. Alors, on reprend la partie branding marketing. Donc, création du nom de marque, enregistrement à l'INPI, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Création d'un site internet. Pourquoi c'est important de créer un site internet, même s'il est lambda, puisque ça va être important parce que ça va nous permettre d'avoir accès à l'enregistrement du Brain Registry. C'est-à-dire qu'Amazon va voir si vous êtes réellement une marque qui tient la route, qui est vraiment existante ou pas. Donc, avoir un site internet, lorsqu'on fait sa demande d'enregistrement au Brain Registry, est pertinent et indispensable. Vous allez également créer les listings pour avoir le code barre. Donc, les listings, c'est tout simplement ce que vous avez vu sous les yeux avec la photo, les photos, la vidéo, le texte. Et ça, vous allez le créer sur votre dashboard, sur votre seller central. Ça va vous permettre d'avoir les codes barres NFSKU que vous allez coller directement sur votre packaging. Vous allez envoyer ces informations à votre fournisseur, parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui allez créer le packaging, c'est l'usine que vous aurez sélectionnée en amont. Donc, conception du packaging, amélioration du produit si besoin. Typiquement, je vous ai montré sous les yeux une niche qui, pour moi, a un fort potentiel. L'idée, c'est d'aller voir le fabricant et lui dire « Ok, moi, je veux un produit similaire, sauf que je veux savoir si c'est possible de le personnaliser. Rajouter un logo, rajouter de la couleur, éventuellement améliorer le produit. Peut-être que dans les commentaires, on va voir qu'il y a des commentaires négatifs qui mettent en avant le fait que la matière du produit n'est pas forcément adaptée à tous les sols des salles de sport.
bon, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que vous l'aurez compris, le produit de tout à l'heure, en fait, c'est une sorte de rond qui vient se plugger sur les barres de musculation. Donc quand on fait certains mouvements, on met la barre au sol et en fait, au lieu de mettre la barre au sol à nu, eh bien, on peut mettre ce produit-là, ce qui permet de faire un mouvement, on va dire, de meilleure qualité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est demander aux fabricants d'améliorer le produit de manière à optimiser le mouvement des utilisateurs du produit. Conception du packaging, donc partie marketing, création du texte, création des photos, création des vidéos. Alors, on peut également utiliser l'intelligence artificielle et ChatGPT pour créer un listing. Typiquement, ici, je vous ai mis une capture d'écran. J'avais posé la question à ChatGPT, peux-tu me créer un listing Amazon FBA avec les mots-clés principaux correspondant aux produits suivants? Casque de moto Bluetooth. Donc, ChatGPT m'a donné l'ensemble des mots-clés et m'a donné 5 bullet points qui peuvent être intégrés directement au listing. Donc, clairement, aujourd'hui, ChatGPT peut être utilisé lorsqu'on lance un business sur Amazon. Voilà par rapport à la partie branding, marketing. Par rapport à la partie production, expédition, puisque une fois que vous aurez validé votre produit, il faudra l'expédier. Donc là, vous lancez la production, vous procédez au contrôle qualité par l'intermédiaire d'une société qui est spécialisée dans le contrôle qualité. Ça évite les mauvaises surprises. Libre à vous de procéder à un contrôle qualité pour chaque expédition. Si voilà, vous avez une certaine relation de confiance qui a été mise en place, soit avec votre agent, soit avec l'usine, si vous traitez directement avec elle, le contrôle qualité n'est pas forcément indispensable pour toutes les expéditions. Par contre, pour la première, voire la deuxième, à mon sens, c'est complètement indispensable. Ça évite les mauvaises surprises. Effectivement, ça a un coût, mais je préfère investir sur ma première et ma deuxième expédition un certain montant, avoir l'esprit tranquille, ne pas me retrouver avec des produits qui ne correspondent pas du tout à ce qui était convenu initialement. Une fois que le contrôle qualité est effectué, on expédie la marchandise dans les entrepôts Amazon, soit par voie maritime, soit par voie ferroviaire, soit par voie aérienne. Encore une fois, ça dépend de la volumétrie du produit. Si on est sur des produits très peu volumineux, on peut se permettre de faire du fret aérien de manière ponctuelle. Sinon, de manière générale, on privilégie le fret ferroviaire et le fret maritime. Le fret aérien, on peut également l'utiliser pour éviter des ruptures de stock. Typiquement, lorsque vous allez lancer votre premier produit, vous allez faire l'achat de votre stock et si ça fonctionne bien, il y a des chances pour que la rupture de stock intervienne. Pour éviter d'avoir une rupture de stock trop grande, ce qu'on met en place, c'est un réapprovisionnement en express d'une partie de la seconde expédition par fret aérien, le temps d'avoir le réapprovisionnement de la seconde partie de l'expédition, soit par fret ferroviaire, soit par fret maritime. Si vous vendez en Europe, je privilégie personnellement le fret ferroviaire, donc c'est tout simplement des trains qui partent de Chine, si bien sûr vous réapprovisionnez en provenance de Chine. Si vous vous réapprovisionnez en Allemagne ou dans d'autres pays, c'est pas forcément le sujet. Mais du coup, si vous avez la possibilité de vous réapprovisionner en Chine, vous pouvez le faire par voie ferroviaire, c'est ce que je préconise. Et du coup, vous réceptionnez la marchandise, ou plutôt Amazon réceptionne la marchandise dans ses entrepôts, stocke la marchandise et expédie la marchandise chez le client en moins de 24 heures à partir du moment où la commande a été faite. Donc voilà pour le business model Amazon FBA sur comment vendre sur la plus grosse marketplace du monde et comment lancer une marque avec le programme Amazon FBA. Axel? Place aux questions maintenant. Oui. Bah, ça tombe bien. On a une question dans le chat de la part de Martin. Mais Martin, tu peux ouvrir ton micro si tu veux poser ta question Yes, bonjour directement. Martin. Yes, yes, yes.
Bah, écoute, déjà, Axel, merci beaucoup pour l'information. Avec grand plaisir. J'ai appris beaucoup de choses et il y a énormément d'informations. Euh, ma question, c'était est-ce qu'on aura accès au Miro ou pas? Alors, j'y avais pas pensé, mais je peux vous mettre à disposition Miro avec grand plaisir. Ce que je peux faire, c'est éventuellement l'envoyer à Camille qui vous l'enverra. Ou, Oui, tout à fait, je peux relayer sans souci. ouais, je pense que ça sera le plus simple. Parce qu'il y a beaucoup d'informations et merci à toi. Mais je pense que tu vas revenir penser à tous les points. Euh, Sans le Miro, c'est compliqué. Tu sais, même que ce soit pour le fret, pour les choses comme ça, aller voir des agents, etc. Et après, c'est surtout, je sais pas si tu as des recommandations pour justement, par exemple, bah, je pense aux agents, comment trouver un agent de qualité et de confiance. Ouais, bien sûr. Alors, moi, pour mes élèves, je leur mets à disposition mon réseau. Donc, en l'occurrence, ils ont à disposition des agents avec qui j'ai déjà travaillé. Après, libre à vous de trouver d'autres agents qui vous semblent peut-être plus pertinents. Mais honnêtement, c'est pas la chose la plus compliquée à trouver lorsqu'on souhaite se lancer sur Amazon. Ok, ok. Merci. Merci du coup pour ta question. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Lola. Oui, alors merci aussi, comme dit Bertrand, on a appris beaucoup de choses. C'est vraiment ça que j'attendais de la conférence. Pour revenir sur les agents, parce que je ne sais pas si j'ai mal écouté ou si je ne sais pas, si ça n'a pas été précisé. Moi, personnellement, je vois qu'est-ce qu'un agent exactement, à défaut de passer par Alibaba, etc. Qu'est-ce qu'un agent? En fait, un agent, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller sourcer des produits. Donc, en fait, lui, son rôle, Ok. ça va être de démarcher les usines, de sélectionner les meilleures usines selon certaines conditions, de récupérer des échantillons et d'effectuer un rapport. Le rapport sera transmis à l'entrepreneur, à la personne qui souhaite lancer son produit. Ça permettra d'avoir des données précises sur l'ensemble des usines et prendre des décisions avec des L'agent a un rôle qui est de mettre en place les expéditions. Bon, là, je vais prendre l'exemple de la Chine. De Chine vers les entrepreneurs. C'est lui qui va sélectionner les transitaires. Okay. C'est lui qui va s'occuper de toutes les démarches logistiques. Ça nous permet, nous, de se focaliser vraiment sur la partie marketing et sur la partie de la marque et non pas sur la partie logistique, qui peut être une partie assez redondante. Ouais. On n'est pas là pour faire du fret, nous. On est là pour vendre, faire du marketing et optimiser le chiffre d'affaires par rapport à ça. Ok, j'avais plusieurs questions, hein, désolée. Le salon chinois, tu l'as dit au début, ça s'appelle comment? Alors, c'est la Canton Fair. Canton, C-A-N, je vais le mettre dans le chat. Canton Fair. Fair en anglais, c'est foire. Donc, la foire de Canton, c'est quand on utilise ce terme, on peut croire que c'est un peu une fête foraine, mais non, pas du tout. C'est pas la foire du trône. C'est littéralement le Port de Versailles, le palais des expositions Port de Versailles en fois 1000. C'est une exposition qui dure sur trois semaines. Chaque semaine, vous avez des thèmes bien précis. Vous avez notamment le thème de la restauration, le thème des vêtements, etc. Vous pouvez pas faire le tour. J'imagine que tous les leaders du dropshipping, ils vont à ce salon. Ou ils envoient leur agent. En fait, on retrouvait la sensation que j'avais eue, c'était d'être au Disneyland de l'entrepreneuriat. Vous pouvez vraiment personnes venant du monde entier avec leur typiquement vous retrouvez l'américain crâne chauve, petite chemise avec sa petite mallette, et vous retrouvez l'Indien traditionnel. Je veux dire, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière, et les personnes, je vous encourage vivement à y aller, c'est vraiment enrichissant.
D'accord. Dernière petite question. Désolée, c'est un peu personnel par rapport à un projet. Je souhaite vendre des aides sur papier, etc. Enfin, des petites pancartes d'aide à un besoin spécifique. J'hésite personnellement à ne pas forcément passer par la Chine et trouver un imprimeur, que ce soit en Europe, pour pouvoir imprimer les choses que je veux faire. Mais j'hésite quand même à passer justement par cette chose-là, Amazon FBA. Est-ce que ça peut être pertinent? Alors, encore une fois, l'idée, c'est d'analyser le marché sur Amazon. C'est-à-dire que, rappelle-moi le nom de ton produit. Comment? Rappelle-moi le mot-clé de ton produit ou le nom de ton produit. En fait, j'ai pas trop déterminé, mais on va dire que ce qu'il existe aujourd'hui, c'est des petits livrets d'aide à la prière. Et moi, j'aimerais faire autre chose, des pancartes, entre guillemets, qui résistent à l'eau, etc. Où dedans, en fait, il existe des affiches, mais il n'y a pas en réduit. D'accord. L'idée, c'est de voir s'il y a déjà un marché existant, de faire une analyse de marché et de voir dans quelle mesure tu peux te différencier des concurrents et par la même occasion pénétrer le marché et tirer ton épingle du jeu. Donc là, ça demande vraiment une analyse plus approfondie. Si tu veux, on pourra en rediscuter. De toute façon, je vais mettre mon lien Calendly pour les personnes qui souhaitent avoir des informations un peu plus personnelles sur leur projet. Ce sera un appel gratuit que je pourrais mettre en place avec les personnes qui seront intéressées. Donc, on pourra voir ça ensemble si tu veux. Ok, dernière chose, après je laisse les autres parler, désolé. Parce que est-ce que c'est pas pertinent de produire en Europe parce que les coûts seront beaucoup plus élevés d'imprimer des choses comme ça, ou c'est pertinent? Justement, en fait, il faut tout simplement respecter la data. Donc, il faudra analyser les coûts, faire un calcul de profitabilité et en fonction, tu pourras prendre ta décision. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a vraiment une trop grosse différence en termes de marge en comparaison avec la Chine et le réapprovisionnement en Europe, du coup, faudra prendre une décision. Mais c'est sûr que s'il y a une différence de 50% au niveau de ta marge, c'est compliqué de continuer à se fournir en Europe, quoi. Après, s'il y a une différence de 10%, admettons que tu étais sur une marge de, je sais pas, en Europe, tu es à 30% et avec la Chine, tu es à 40%. Ça peut être intéressant d'être en Europe. Pourquoi? Parce que même si tu vas perdre 10% de marge, tu vas gagner sur le temps de livraison, puisque le temps de livraison entre la Chine et l'Europe est assez important. Avec l'Europe, il sera beaucoup plus court et du coup, tu vas pouvoir rattraper les 10% de marge sur ton temps de livraison et sur les frais de livraison également. D'accord. Ok. Je me permets de compléter aussi ta réponse, Axel, pour Lola. Il faut aussi se dire que peut-être au niveau de ton image de marque, le fait de tout produire en Europe, si tu vends sur le territoire européen, tu peux aussi gagner des clients. Alors après, à voir si ta cible est sensible à ça, bien sûr. Mais en termes financiers, tu peux aussi avoir un vrai impact en faisant la promotion aussi d'une production plus locale. Par rapport à la Chine, et ça, faut en tenir compte aussi dans tes calculs mais bien sûr, économiques. par rapport à bien sûr, même par rapport à mon éthique personnelle aussi. Mais ok. Mais du coup, on est d'accord qu'il faut, pour se lancer sur Amazon FBA, il faut quand même avoir déjà un certain une certaine quantité de produits. Non, une quantité de produits. Ah oui, on n'est pas sur le format de dropshipping. Il faut avoir du stock, donc c'est pour ça je suis un peu je suis un peu contrarié quand je parle du business model Amazon FBA et que les gens ont tendance à faire l'amalgame avec le dropshipping. Ça n'a rien à voir avec du dropshipping. Là, on est sur du stock et le stock se sent bien passé. D'où l'importance d'aller sur une niche qui est en adéquation avec votre puissance financière. Typiquement, si vous avez les 5 meilleurs, là tout à l'heure, j'ai partagé mon écran, on voyait que le meilleur vendeur il était à 50 000 et les autres ils étaient aux alentours entre 5 et 10 000. On avait un marché avoisinant les 100 000 $. Il y a beaucoup de niches où uniquement un vendeur fait 100 000 $. Donc là, si vous allez peut-être faire des ventes,
mais vous allez très rapidement vous retrouver en rupture de stock et en fait, vous n'aurez pas la trésorerie nécessaire pour répondre à la demande. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et les outils que j'ai montré tout à l'heure, à savoir Helium 10 et Jungle Scout, nous permettent d'avoir de la data extrêmement précise et de se lancer sur une niche en connaissance de cause. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Djeneba. Bonsoir Axel, merci beaucoup pour cette formation, c'est top. Moi, alors, c'est très simple, c'est juste que moi, personnellement, j'aimerais déployer plusieurs manières d'avoir des revenus. Et en fait, on a beaucoup de publicités de FBA, de Amazon en disant que oui, c'est facile, c'est rapide et on gagne rapidement de l'argent. Mais je voulais savoir concrètement, ça prend combien de temps pour faire ça? Et est-ce que ça peut être un bon moyen d'avoir une source de revenus en plus d'autres activités et combien en fait, enfin, comment on doit s'impliquer en fait dans l'Amazon FBA en fait concrètement. Et ma dernière question, c'est comment choisir concrètement son produit. Est-ce que c'est grâce aux 2 logiciels qu'on a vus ou il y a encore un autre logiciel ou je sais pas, mais un truc où on peut dire ah bah je vais me lancer et est-ce qu'on peut faire une boutique et on se lance on peut proposer plusieurs produits. Désolée, il y a trop de questions en même temps, mais ça, c'est quand même. Alors, première question, je vais répondre dans le désordre. Est-ce que tu peux lancer plusieurs produits différents? Oui, tu peux lancer plusieurs produits différents, mais je préconise de lancer des produits qui ont quand même un lien, qui sont dans la même niche, tout simplement parce que dans l'optique d'un exit, c'est plus intéressant d'avoir un produit avec une marque avec des produits qui soient dans la même niche. Un exit, c'est quoi? C'est tout simplement la revente de votre boutique Amazon FBA. J'en ai pas parlé pendant la conférence, mais c'est quelque chose à prendre en considération. C'est-à-dire que lorsque vous créez une boutique, vous ne créez pas uniquement une boutique qui vous permet d'avoir des rentes mensuelles. Vous créez une boutique qui a une valeur au même titre qu'un bien immobilier et qui peut se revendre sur des marketplaces qui mettent en relation des personnes qui souhaitent acheter des business avec des personnes qui souhaitent vendre des business. Donc, une marque qui a des produits avec dans une niche bien précise a plus de valeur qu'une marque qui vend des produits qui n'ont rien à voir entre eux. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, par rapport au fait de comment identifier un produit qui peut être lancé. Alors oui, tu peux très bien avec Helium 10 et Jungle Scout, uniquement avec ces 2 outils, trouver un produit gagnant. Il y a d'autres solutions. Moi, avec mon expérience, ça m'arrive de balader dans des centres commerciaux ou dans des magasins, de trouver des produits qui suscitent de l'intérêt, c'est-à-dire des produits que je ne connaissais pas forcément. Et bien souvent, quand tu te retrouves face à des produits, tu te demandes, ok, mais à quoi il sert ce produit? Ou ok, ce produit, je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais même pas comment l'appeler. C'est un bon début parce que c'est un signe prémonitoire qu'on est sous les radars. L'idée, c'est vraiment d'être sur des niches sous les radars de manière à éviter la concurrence et éviter les fluctuations de marché qu'on peut retrouver dans des niches concurrentielles. Juste si tu peux rappeler ta première question. En gros, c'était à peu près dans le sens où moi, l'objectif, ça serait un complément de revenu. Ah oui. Donc, ok. Alors, excuse-moi de te couper, mais la question m'est revenue. Ça dépend de chacun, en fait. Tu as des personnes qui ont une expérience dans le domaine du digital et qui seront beaucoup plus familiers avec certains logiciels. Ça pourrait être beaucoup plus simple pour eux d'aller vite. Et tu as des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de tout ça et ça va prendre un peu plus de temps. De manière générale, voilà, ce que je préconise, c'est d'allouer minimum 1 heure par jour à son business model, au lancement de sa marque et à son business sur un horizon de 6 mois. 1 heure par jour pendant 6 mois, tu lances ta boutique Amazon FBA, ton produit est dans les entrepôts Amazon et tu peux commencer à faire tes premières ventes. Entre la partie recherche produit qui dure approximativement 1 mois à 2 mois, avec la partie administration, création de ta société, création de ton compte bancaire, création de ton compte seller,
pareil, ça prend à peu près 1 à 2 mois. Puis la partie conception graphique, où tu vas devoir créer ton packaging, l'envoyer à l'usine et également trouver ton usine. Là, il faut compter à peu près 1 mois. Puis la partie conception du produit, il faut compter à peu près encore 1 mois. On est déjà à 4 mois. Puis la partie expédition dans les entrepôts Amazon, on va vite autour des 4, 5, 6 mois. D'accord. Par Ok. contre, une fois que ton produit est lancé, une fois que ton lancement a été effectué, si tu es dans une niche sous les radars, le gros avantage, c'est qu'effectivement, là, tu ne dois pas allouer énormément de temps à ton activité. Moi, sur ma boutique, clairement, je passe 1 à 2 heures par semaine. Je regarde la concurrence, ce qui se fait, mais sinon, l'essentiel de mon temps, c'est de passer un coup de fil à mon agent, lui dire, OK, là, je me suis rendu compte qu'il y a eu une augmentation des ventes, je vais devoir réapprovisionner mon stock, je lui fais le virement et basta. Une fois que ton produit est lancé, une fois que ta boutique tourne et que tu es sur une niche sous les radars, ton business ne prend quasiment, il prend pas beaucoup de temps. Par contre, si tu es dans une niche concurrentielle, bah là, effectivement, tous les jours, tu vas pas forcément bien dormir parce que tu vas avoir un concurrent chinois qui va venir le mardi, un concurrent français qui va venir le mercredi, un autre qui se différencie avec une nouvelle fonctionnalité, l'autre qui décide de faire la guerre des prix. C'est pas vraiment le bon move. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de se positionner sur une niche sous les radars grâce aux logiciels qui aujourd'hui en 2023 sont disponibles, qui étaient des logiciels qui, moi je veux dire quand je les ai connus, c'est un des facteurs qui m'a convaincu de me lancer sur Amazon. Ok. Et concernant le budget de lancement, ça dépend de. Si on compte par exemple le lancement le lancement de l'entreprise, c'est-à-dire les statuts, le compte bancaire, réapprovisionnement, l'agent, c'est à peu près combien environ? Ouais, alors moi, ce que je préconise, hors accompagnement, formation, ou coaching ou autre, c'est un budget de 5 000 euros. En dessous de 5 000 euros, tu peux, en dessous de 5 000 euros, tu peux faire quelque chose, mais tu as une marge de manœuvre assez petite. À partir de 5 000 euros, c'est pas mal. 10 000 euros, c'est vraiment le must. Avec 10 000 euros, tu peux te lancer vraiment sereinement. Même avec 5 000, c'est juste qu'avec 5 000, tu auras on va dire, des possibilités de niche un peu moins importantes qu'avec 10 000 euros. Puisque avec 5 000 euros, tu ne pourras pas aller sur des niches qui ont des chiffres d'affaires de 50 000 euros par mois. Ce sera complètement impossible. Tu n'auras pas la puissance financière pour rivaliser avec ce genre de marque. Tu devras aller sur des niches qui ont des vendeurs qui font des chiffres d'affaires moins importants. D'accord. Et juste des dernières questions. Les deux logiciels, ils sont payants et Ouais. comment on y accède? Oui, ils sont payants. Et comment tu y accèdes? Bah, tu y souscris naturellement, tu as un abonnement mensuel et tout simplement, hein, Et mais c'est si on a un compte FBA, c'est ça? Non, 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 pas du tout, c'est indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, le logiciel, en fait, tu as la web application, qui est le site Mhm. internet, et tu as l'extension. Et donc, en fait, l'extension, lorsque tu viens la déclencher, tu la déclenches lorsque tu es sur Amazon. Donc, c'est complètement indépendant de ton compte seller Amazon. Après, effectivement, lorsque tu es vendeur Amazon FBA, tu peux également plugger ton seller central, donc ton compte Amazon avec Helium 10 ou Jungle Scout, de manière à obtenir de la data, mais cette fois-ci sur ton compte vendeur, sur ton compte personnel et non sur les concurrents. Par contre, si tu veux avoir de la data sur les concurrents, tu n'as pas besoin d'avoir un compte vendeur Amazon. D'accord. Ok. Bah, là, je vais arrêter les questions parce qu'il y a d'autres personnes, mais j'aimerais bien aussi avoir un appel avec vous. J'ai mis mon lien Calendly sur le chat, donc si tu veux Merci. réserver, tu peux. Merci beaucoup, Axel. Et merci, Camille. De rien. Avec plaisir. Je vois Bonne qu'il y a soirée. encore d'autres questions. Je sais pas, Axel, si tu as encore un petit moment devant toi, parce que je vois qu'on a pris un peu de retard. Sinon, Ouais. on peut aussi faire Non, non, des rendez-vous individuels plus tard. j'ai j'ai encore 10 minutes devant moi, donc ça me fait plaisir de pouvoir répondre aux questions. Ok, super. Bah, Martin, t'avais une autre question? Yes. Salut Axel, de retour. Euh, Salut Martin. petite question.
Petite question. Allez, en 30 secondes, disons que j'ai 5000 euros. Comment tu. C'est quoi tes conseils d'investissement Je veux me lancer, Ah, j'ai 5000 euros. accès, Où est-ce que je accès sur vais. Amazon. Accès sur Amazon, tu parles pas de crypto-monnaie. Non, 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 oui, bien sûr, ouais. Ok. Alors, 5000 euros hors accompagnement, hors formation ou avec formation? Hors formation. La formation, je la Hors. finance après. Ok. Alors, il y aurait la première partie qui est la première expédition, entre guillemets, ta commande test, qui devrait correspondre à peu près à 20% de tes 5000 euros. Donc, on serait entre 1000 et 1500 euros maximum. Tu aurais la partie marketing, donc, sauf si voilà, tu es designer et que tu sais faire des montages photos, que tu sais créer des vidéos, etc. Mais si c'est pas le cas, il faut compter à peu près 500 euros de marketing. Donc, on monte déjà à 2000 euros. Et admettons que ta première commande a été écoulée assez rapidement et que ton produit fonctionne bien, bah, tu devras enclencher la seconde expédition à hauteur de 2000-2500 euros à peu près. On monte déjà à 4000, 4005 et après à 500 euros pour l'agent. Voilà comment se décompose la gestion d'une enveloppe de 5000 euros à allouer au business model Amazon FBA. Ok, merci beaucoup. Et on est d'accord que si j'ai. Disons que si j'ai 10 000, qui est pour toi la somme parfaite, on fait quoi? On double tout ce que tu viens de dire? Alors, tu doubles pas forcément la partie agent, tu doubles pas forcément la partie marketing, mais tu doubles la partie réapprovisionnement. Ok, Puisque fondamentalement, avec 10 000 euros, tu pourras aller sur des niches qui ont un volume de vente plus élevé. Qui dit volume de vente plus élevé, dit réapprovisionnement plus important, en adéquation avec la demande. ok, ok. Eh ben, L'enveloppe, l'enveloppe, elle est surtout, elle conditionne surtout ton réapprovisionnement et non ton marketing. Parce qu'en réalité, 5 photos, que ce soit sur une niche à 5 000, à 10 000 ou à 1 000, les 5 photos, elles valent le même prix. Après, effectivement, si tu es sur une niche extrêmement concurrentielle avec des chiffres d'affaires astronomiques, bah oui, peut-être que tu vas faire une vidéo avec un professionnel, avec des acteurs, etc. Donc là, ça va te prendre plus d'argent. Si c'était sur une niche peu concurrentielle, le montant du marketing restera sensiblement le même. ok, ok. Écoute, merci beaucoup, c'est très clair. Avec plaisir. Il y avait une autre question de Fatima, c'est ça? Bonjour à tous, merci Axel pour ces informations. Je voulais te poser des Bonjour. questions du coup assez rapidement parce que je pense que tu as déjà dépassé le temps. Je voulais te demander, est-ce que tous tes produits viennent de Chine? Ouais, moi, personnellement, tous mes produits viennent de Chine. Ok. Et du coup, si maintenant tu avais trouvé des fournisseurs en Europe, t'aurais suivi le même modèle, quoi. C'est-à-dire que tu fais le même process de améliorer le produit, le commander et puis du coup t'occuper de la livraison. Ouais, peu importe l'endroit où tu te sources. Ça bloque que chez moi ou c'est... Non, moi aussi ça a bloqué. Ça bug aussi. Ah, pareil. Je pense que ça vient de chez Axel. On a le suspense pour la réponse à ta question. Ouais, c'est ça. Ah, Axel? Ça a coupé. Oui, ça a Ouais, vous coupé. m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, je disais le process reste le même, c'est-à-dire que l'idée c'est de trouver des niches avec des vendeurs qui ont des failles dans leur marketing, que ce soit le titre, que ce soit les photos, que ce soit les vidéos, que ce soit le texte qui vont mettre en place sur leur listing. On veut vraiment identifier des failles chez les concurrents, des failles que nous on va pouvoir combler en mettant en place un marketing de meilleure qualité D'accord. et en mettant en place des actes de différenciation. Donc ça, peu importe l'endroit où on se source, le process reste le même.
Ok. Et du coup, donc, est-ce que tu as déjà été, t'as fait face à des ruptures? Est-ce que ça t'a, on va dire, un peu cassé ton listing peut-être? Ouais, clairement. Clairement, l'année dernière, j'ai dû faire face à une rupture. J'avais une expédition qui passait par fret ferroviaire. Et en Mhm. fait, le train a été bloqué pour une raison quelconque, pour une raison inconnue. Et du coup, j'ai été en rupture. Dans ce cas de figure, bah, tu es obligé de réapprovisionner par avion pour éviter que la rupture dure trop longtemps. Donc, c'est toujours mieux, même si ça te coûte un peu plus d'argent, de réapprovisionner rapidement par avion que de prendre la décision de dire ok, bah, j'attends que mon produit revienne dans les entrepôts. La rupture s'éternise et au final, tu es complètement déclassé et tu vas devoir batailler pour retrouver tes pertes que tu avais avant la rupture. Tu vas devoir dépenser de l'argent en publicité suite à une rupture qui est trop longue. Je préfère personnellement procéder à un reprovisionnement par avion, même si ça me coûte un peu plus d'argent. Au moins, ça m'évite de devoir, on va dire, remettre en place tout le processus de lancement du produit. Ok. Et du coup, la rupture, c'est vraiment zéro ou c'est le stock de sécurité? C'est-à-dire, Est-ce que par exemple, Amazon se dit bah, quand il reste 10 pièces, on considère que c'est en rupture ou c'est vraiment quand il y a zéro? ah non, c'est vraiment quand il y a zéro. C'est Ah, vraiment quand il y a zéro. Après, à toi, mais bon, ouais, voilà. faut pas tenter le diable. Donc, après, la rupture en soi, surtout lorsque tu lances un produit, elle est quasiment inévitable. Les algorithmes d'Amazon sont extrêmement performants pour, on va dire, tester un nouveau vendeur et voir ce qu'il a dans le ventre. Donc, si tu es en rupture de stock suite à un lancement réussi, ça va pas forcément être extrêmement préjudiciable. Par contre, si sur le long terme, tu enchaînes les ruptures de stock, mais en fait, moi, je suis persuadé qu'Amazon, dans leur algorithme, ils ont quelque chose qui leur permet, on va dire, d'identifier des vendeurs qui accumulent trop de ruptures de stock. Et du coup, bah, ils ont une étiquette rouge, une étiquette noire, et ça te porte préjudice au niveau de ta boutique sur du long terme. Et à mon avis, je pense que un peu comme si tu es fiché Banque de France, pour te déficher, bah, il faut montrer patte blanche pendant, je sais pas, X temps. Alors, on n'a pas accès à ces données-là, mais je suis persuadé que Amazon fonctionne de la sorte. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Et dernière question, si on n'est pas encore très avancé dans notre projet maintenant et qu'on peut pas, enfin, est-ce qu'on peut caler plus tard, par exemple mi-décembre, le call? Ouais, grand plaisir. Ah, super, merci. Pas, pas, pas de souci. De toute façon, je suis aussi disponible. Enfin, je communique pas mal aussi sur LinkedIn et sur Twitter, donc vous pouvez m'envoyer un DM, pas de souci. Ok, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres Je peux questions? poser une dernière question ou pas? Rapide, très rapide. Je sais que Amazon imprime nos livres, mais ils font que les livres. Ils n'impriment pas directement, comme je vous ai dit, des affiches ou autres. Alors, Amazon peut imprimer également des affiches. Ça, c'est alors du coup là, on n'est pas sur le business model Amazon FBA, on est sur le Oui. business model Amazon KDP. KDP, ok. Ouais. Qui est autre chose ou ça nécessite aussi une formation, j'imagine? C'est un autre business model qui nécessite effectivement des connaissances légèrement différentes de celles que j'ai pu euh, transmettre là pendant la conférence. Et vous faites des formations, c'est ça? Alors, moi, je fais de l'accompagnement personnalisé pour les personnes ou les entreprises qui souhaitent augmenter, soit les personnes qui voilà, souhaitent lancer un business sur Internet de zéro, soit les entreprises qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires en prenant des parts de marché sur les marketplaces Amazon. Je le dis parce que je l'ai pas mentionné pendant la conférence, mais quand vous vendez sur Amazon, vous avez la possibilité de vendre soit en France, soit en Allemagne, soit en Italie. En tout cas, quand on parle de marketplace, c'est-à-dire que vous avez la marketplace italienne, la marketplace française, la marketplace américaine, et chaque marketplace a ses particularités. C'est-à-dire qu'un produit X peut très bien fonctionner en France et ne pas fonctionner en Italie.
Et grâce au logiciel que je vous ai présenté, vous pouvez analyser chaque marketplace avec chaque produit. Ok. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Super, bon, on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal. Merci beaucoup, en tout cas, Axel, pour toutes tes clés sur Amazon FBA. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions ou vous voulez entrer en contact avec Axel, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je pourrais vous faire des mises en relation si besoin. Et sinon, Axel, il me semble que tu as mis le lien pour prendre des rendez-vous avec toi en individuel dans le Ouais, chat. j'ai Et ton mis le LinkedIn. lien Calendly et j'ai mis mon LinkedIn. Alors sur LinkedIn, ne soyez pas étonnés si il y a pas mal de références à la crypto-monnaie. Je n'en ai pas parlé pendant la conférence, mais je suis également amoureux du monde du Web3 et de la crypto-monnaie. Donc c'est bien moi, même s'il y a des refs à la crypto. C'est bien noté. Bah, Ok, merci merci. beaucoup, Axel, et merci à tous et à toutes. Bonne soirée, tout le monde. À Ouais, bientôt. Bonne merci soirée, Camille, merci à Axel. bientôt. Au revoir. Au revoir.